Bienvenue à tous. La France et l'Algérie, une sacrée histoire, une source inépuisable aussi de querelles historiques et politiques. Et aujourd'hui, dans l'entretien, j'ai le plaisir d'accueillir, peut-être celui qui est l'historien français le plus compétent sur l'histoire de l'Algérie contemporaine, l'un des plus compétents, pour pas gêner les autres, c'est Benjamin Stora. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez regroupé un certain nombre de vos travaux sur le nationalisme algérien avant 1954 dans ce livre publié au CNRS Éditions. Et puis il y a aussi un autre livre qui sort, c'est Le mystère de Gaulle. On va y revenir dans un instant, qui tente d'expliquer au fond les raisons de ce revirement du général de Gaulle, poussé au pouvoir par les partisans de l'Algérie française et puis qui se prononce un beau matin pour l'autodétermination. Alors d'abord sur le nationalisme algérien, les prémices du nationalisme algérien, c'est au fond le livre des occasions manquées, c'est-à-dire au fond vous essayez de revoir un peu comment ça aurait pu se passer si les Français avaient discuté plus tôt, s'ils avaient compris un peu plus tôt ce qui était d'abord une revendication pour l'égalité des Algériens musulmans. Oui, bien sûr, c'est un livre qui réfléchit, qui donne à réfléchir sur la façon dont ce nationalisme algérien va se constituer, se créer, à la fois par déception de francisation, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir rentrer dans la cité française à égalité de droits, c'est le cas du personnage emblématique qui est Ferhat Abbas, mais c'est aussi un nationalisme qui va naître en exil, en situation d'immigration, à travers le personnage de Messali, bien sûr, Messali Hadj, mais c'est enfin un nationalisme aussi à base religieuse, avec le mouvement des Oulémas, c'est-à-dire de Ben Badis, donc un nationalisme à base, disons, d'islam politique. Donc un nationalisme qui présente à la fois une sorte de mélange entre le républicanisme, porté par Ferhat Abbas, l'indépendantisme nationaliste à base socialiste porté par Messali, et puis bien sûr un nationalisme politico-religieux porté par le personnage de Ben Badis. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y aurait pu y avoir une autre histoire ? Moi je pense que oui, il y avait la possibilité d'une autre histoire, mais le monde de l'époque, le monde de ce début du XXe siècle ne l'autorisait pas. C'était un monde où la colonisation était triomphante, c'était un monde où l'indigène n'avait pas la possibilité de s'exprimer en tant qu'acteur autonome, on ne lui donnait pas cette possibilité, donc il n'y avait pas cette recherche de fabrication des élites politique et culturelle, de sorte qu'on a assisté à la fabrication, à l'émergence d'un nationalisme radical, d'un nationalisme du défi, un nationalisme de la rupture, tel qu'on va le connaître à travers le FLN, notamment de novembre 1954. Mais bon, reste qu'il y a eu cette guerre d'Algérie, on voit déjà à quel point il a été difficile d'en sortir, et il a fallu De Gaulle, et là c'est le thème plutôt de l'autre livre, c'est les raisons pour lesquelles De Gaulle, alors est-ce que c'est une vision de l'avenir, du futur? On lui prête cette phrase quand on lui demandait pourquoi il avait finalement opté pour l'indépendance ou l'autodétermination de l'Algérie. Il avait dit est-ce que vous voulez colomber les deux mosquées, c'est ça, hein? Alors je cite cette phrase effectivement dans cet ouvrage sur le général de Gaulle, c'est-à-dire la peur à travers l'Algérie française d'une poussée démographique musulmane dans ce qui était considéré comme la France, puisque l'Algérie était la France. Donc il y a cette préoccupation, certainement chez de Gaulle, mais il y a surtout d'autres préoccupations, en particulier le fait de sortir la France de l'isolement politique international. La France était condamnée régulièrement à l'ONU, mais aussi préparer l'Europe, avec la fabrication du couple franco-allemand, avec Adenauer, ça c'est très important, et puis aussi le fait que cette guerre d'Algérie coûtait très cher à l'économie française et qu'il fallait moderniser cette économie. Pour toutes ces raisons-là, le général de Gaulle décide, disons, de passer à une autre étape, à une autre histoire des rapports franco-algériens et puis des rapports en général entre la France et ses anciennes colonies, ça c'est évident. Mais tout ça s'est quand même déroulé très vite après, a provoqué des crises très graves en France, avec le putsch des généraux, la naissance de l'OS, on le sait. Et puis ça s'est mal passé aussi dans le départ d'Algérie, avec l'exode des Pieds Noirs, le massacre des Harkis, et puis dans les rapports franco-algériens, bien entendu. Voilà, ça a été son échec, parce qu'on voit aujourd'hui l'Algérie et la France, c'est une histoire, et c'est aussi une actualité brûlante en permanence, avec des polémiques, avec des controverses. Alors, la dernière en date, c'est cette polémique qui éclate à l'occasion de la projection d'un film au Festival de Cannes, le film qui s'appelle Les Hors-la-Loi de Rachid Bouchareb, qui représente l'Algérie, et qui est sur les événements de Sétif, 1945, peut-être le vrai déclencheur au fond de la guerre d'Algérie, et où il y a eu une levée de boucliers de députés français qui, sans avoir vu le film, ont dit scandale, révisionnisme historique, on veut à nouveau accuser la France. Qu'est-ce que vous en pensez, Benjamin Stora? Sétif et Guelma, c'est très important, hein. C'est une répression terrible, mais c'est aussi des Européens qui ont été massacrés. C'est aussi, parce que Lionel Lucas dit Sétif, c'est d'abord, oui, il y a eu une répression un peu exagérée, mais c'est d'abord des massacres d'Européens. Vrai ou faux?
Sur le plan historique factuel, le premier mort algérien est algérien, Sétif. C'est le porteur du drapeau algérien qui a été tué. Ensuite, des Européens ont été massacrés, c'est évident. Et ensuite, une répression terrible a eu lieu et qui a fait plusieurs milliers, certains parlent de dizaines de milliers de morts. Et ces massacres ont duré très longtemps, puisqu'ils ont duré pratiquement presque 2 mois. C'est pas simplement sur un jour, c'est pas le 8 mai. Et d'ailleurs, l'ambassadeur de France en Algérie, Bernard Bajolet, en 2008, a qualifié ce qui s'est passé à Sétif, non pas d'événement, mais de massacre épouvantable. C'est l'ambassadeur de France, Bernard Bajolet, qui l'a dit. Avant lui, d'ailleurs, M. Colin Verdière, lui aussi ambassadeur de France, avait déclaré à Sétif que c'était une tragédie inexcusable. Mais c'est un ambassadeur. Il n'y a pas eu un président de la République qui un jour a fait, comme il y a eu ce discours de, je ne peux pas faire de comparaison abusive, mais le discours de Chirac sur le Veldiv, par exemple, à un moment donné, ou à Madagascar. Voilà, un président qui reconnaît une responsabilité ou qui regarde un peu l'histoire en face. On ne l'a pas encore fait sur l'Algérie. À ma connaissance, non. On n'a toujours pas ce geste, encore que le discours du président de la République à Constantine en 2007, en décembre 2007, était un discours très dur sur le système colonial. Il n'était pas très connu en France, ce discours, où le président de la République qualifiait le système colonial de système d'asservissement. Donc c'est un terme quand même extrêmement fort, c'est quand même très très fort, et c'est le terme qu'il a utilisé dans son discours de Constantine. Bon, reste que sur la guerre d'Algérie, que sur ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire notamment à Sétif, à Guelma et à Khalata, il n'y a pas eu effectivement de prise de position claire, nette, des plus hautes autorités de l'État, c'est évident. Et c'est peut-être ce qu'attendent aussi les Algériens, de sorte qu'au fur et à mesure des années qui sont passées, c'est pratiquement un demi-siècle, plus d'un demi-siècle maintenant, eh bien cette espèce de silence a été mal vécue et est devenue une arme politique dans le débat entre l'Algérie et la France. Justement, est-ce que c'est, allez, disons-le carrément, est-ce que c'est un alibi au fond de cette classe politique algérienne, il faut bien le dire, quand même musée jusqu'à la corde, qui est encore la génération de la guerre d'indépendance, pour se maintenir au pouvoir, c'est-à-dire le fait de faire feu de tout bois, là, d'agiter en permanence ce spectre du colonialisme français? Ou est-ce qu'il y a vraiment un ressentiment des Algériens? Ou est-ce qu'ils n'en ont rien à faire, parce que beaucoup ont moins de 20 ans? Les 3 attitudes que vous venez de décrire existent. Les trois situations existent. C'est-à-dire que bien sûr c'est un discours de légitimation politique. Le nationalisme reste une sorte de matrice, de vecteur, de légitimation du pouvoir étatique en Algérie, c'est évident. C'est aussi le fait que dans la jeunesse algérienne notamment, eh bien, le discours nationaliste a pénétré dans cette société depuis 50 ans. Par les manuels scolaires, par la transmission des récits familiaux, etc., etc. Et en même temps, et c'est le 3e aspect que vous avez soulevé, tout cela existe en même temps, et en même temps, ça fait 50 ans, 60 ans. Et donc la jeunesse algérienne aussi d'aujourd'hui, même si elle reste très nationaliste au fond, bien veut aussi appréhender les défis de l'avenir, savoir ce qu'il faut faire, comment il faut redresser l'économie, comment faire en sorte que la jeunesse ne quitte pas le pays, notamment ceux qui sont les plus qualifiés, les médecins, les informaticiens, les ingénieurs, etc. Comment faire en sorte que l'agriculture algérienne puisse redémarrer véritablement, enfin bref, ne pas être dépendant simplement des hydrocarbures. Comment est-ce que la jeunesse algérienne interprète le malaise de la jeunesse de l'immigration, celle qui brandit les drapeaux algériens dans les matchs de football, celle qui se sent, et qui le dit, discriminée en permanence, qui n'arrive pas à se sentir française, qui n'est pas algérienne? Comment est-ce qu'elle interprète ça aussi? Ça alimente son nationalisme, sa rancœur envers la France? Non, non, parce que là, du point de vue, disons, de la jeunesse issue de l'immigration algérienne en France, j'aurais pas tendance à dire c'est encore une autre histoire qu'il ne faut pas mélanger avec l'histoire que l'on vient d'évoquer. C'est une autre histoire dans la mesure où cette jeunesse issue de l'immigration algérienne en France a besoin d'une sorte de marqueur identitaire, de point de repère. Souvent, d'ailleurs, ils ne connaissent pas cette histoire intérieure algérienne, cette histoire tragique, compliquée, que j'ai essayé de décrire dans tous mes ouvrages, etc. Souvent, ils ne la connaissent pas, ils l'imaginent, ils se la représentent. Pour la jeunesse d'Algérie, c'est pas pareil. Pour la jeunesse d'Algérie, qui, elle, a vécu dans cette histoire, officielle ou pas, qui a baigné dans les récits familiaux, qui a, disons, progressé depuis une 50aine d'années à travers toute une série de conflits, de compétitions idéologiques, bien, il y a la nécessité peut-être de sortir davantage de cette histoire, alors que pour les enfants de l'immigration algérienne, il y a la nécessité peut-être d'y entrer davantage. Oui, donc c'est pas la même chose. Il y a eu aussi cette proposition d'un député du FLN qui voulait, alors là, on est dans provocation contre provocation. Il y avait la loi sur les aspects positifs de la colonisation, et puis il y a quelque temps, une proposition de loi du FLN qui voulait criminaliser
la colonisation française? À ma connaissance, ce projet de loi n'a toujours pas vu le jour en J'ai Algérie. vu que vous avez dit dans une interview qu'il fallait en France, ça renvoie à la question précédente, redéfinir la nation, le concept de nation. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que la nation, c'est la République, c'est voilà, c'est les principes républicains, l'égalité. La nation n'est pas un concept abstrait, figé de toute éternité. Il y a sans arrêt des apports nouveaux, la redéfinition de principes au niveau juridique, politique, culturel, au niveau des populations nouvelles qui arrivent dans ce pays. C'est sans arrêt un défi perpétuel et permanent. Ça veut dire que c'est la France qui doit accepter, qui doit faire des Les concessions pour se mettre au niveau des populations nouvelles, ou le contraire, ce qu'on nous a toujours expliqué? C'est une interaction permanente, perpétuelle, qui s'est toujours passée, quels que soient les discours idéologiques, mais ça s'est toujours passé comme ça. C'est-à-dire que les populations nouvelles ont essayé au maximum d'intégrer les valeurs traditionnelles républicaines françaises, et la France, de son côté, a essayé au maximum de faire en sorte que ces personnes puissent être respectées dans l'espace privé au niveau de leur singularité, etc. Et quelquefois, et même souvent, parfois dans certaines séquences historiques, il y a eu conflit, il y a eu heurts, il y a eu compétition qui pouvait exister. Dans le fond, la France, depuis longtemps, fonctionne de cette manière-là. Et à chaque fois, il y a eu des ruptures, à chaque fois, il y a eu des heurts, mais à chaque fois aussi des consensus qui sont posés à travers les religions différentes, à travers les cultures différentes. C'est ce qui fabrique aussi l'identité d'une nation. Benjamin Stora, merci. 2 livres, je le rappelle, Le nationalisme algérien avant 54, CNRS édition, et puis Le mystère de Gaulle chez Robert Laffont. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. D'autres infos sur France 24. À bientôt. L'idée de ce livre, c'est dans le fond de dire comment un homme qui va devenir président de la République française en 1981 n'a pas ou a réussi à effacer quelque part son passé algérien. On a beaucoup parlé du passé de Vichy, de François Mitterrand, tout le monde le sait bien sûr, mais il n'existait pas en tant que tel, un livre en tant que tel, sur François Mitterrand et la guerre d'Algérie. Ça n'existait pas. Il y a eu des travaux importants qui ont concerné les pratiques de François Mitterrand sur l'affaire Yvetot, avec le travail de Jean-Luc Einaudi, la thèse de Sylvie Thénault, des travaux de journalistes, Thomas Legrand, Emmanuel Faux, Gilles Pérez, qui ont conduit, disons, une série d'entretiens en 1994, mais en tant que tel, sur la liaison entre François Mitterrand et la guerre d'Algérie, et là-dessus je suis formel, il n'y avait pas un seul livre. J'ai beaucoup travaillé sur ce qu'on pourrait appeler la bibliographie de la guerre d'Algérie. J'ai même sorti un ouvrage là-dessus. Près de 3000 ouvrages en langue française existent sur la guerre d'Algérie, mais pas un seul, en tant que tel, n'a traité du rôle de François Mitterrand et de la guerre d'Algérie. Alors on me dira, oh, c'est normal, il n'a pas joué un rôle essentiel, dans le fond il n'a été qu'un simple ministre. Oui et non. Oui, parce qu'effectivement ce sont les présidents du Conseil, Guy Mollet ou Bourges-Monori, qui ont joué des rôles importants, mais non, parce qu'il va devenir président de la République française. Et ce n'est pas n'importe quelle charge, ce n'est pas n'importe quelle fonction qu'il va occuper. Et donc à partir de ce moment-là, il nous a semblé important à Frédéric Boinquel et François Mally, tout simplement de lier ces deux aspects, François Mitterrand et la guerre d'Algérie, et d'en faire un livre. Le deuxième aspect, c'est, mis à part cette question de l'effacement de ce passé, qui est quand même très important, lorsqu'on a découvert qu'il était surtout garde des Sceaux et pas seulement ministre de l'Intérieur, que la question des exécutions capitales était très importante. Et donc on a conçu aussi ce travail quelque part autour de la question de la peine de mort. C'est-à-dire le problème de l'abolition de la peine de mort, c'est-à-dire comment un homme qui va rentrer dans l'histoire comme étant celui qui a aboli la peine de mort, eh bien dans le fond a très souvent refusé la grâce pour les condamnés à mort algériens lorsqu'il était encore une fois garde des Sceaux entre 1956 et 1957. C'est une question importante, c'est une question pas simplement d'ordre historique, j'allais presque dire pas simplement d'ordre politique, mais d'ordre moral ou éthique, etc. Et donc il y a aussi à travers ce travail une sorte de continuité de plaidoirie, pourrait-on dire, pour l'abolition de la peine de mort. On l'a aussi conçu comme ça, c'est-à-dire que le film est conçu comme ça, surtout principalement. Je pense que les gens qui verront le film verront aussi non pas simplement l'histoire d'un homme pris dans un engrenage ou qu'importe, et qui va assumer ou pas assumer tout cela, et qui va devenir ensuite président de la République, mais ils verront
aussi quelque part une plaidoirie contre ce qu'a été la peine de mort. La peine de mort qui a été en vigueur très longtemps en France, sur une échelle très importante. Et la guerre d'Algérie a été le moment où le plus d'hommes ont été guillotinés en France. Et je crois qu'il faut aussi voir ce film-là, ce film dans cette perspective-là. Je crois que c'est un aspect très important. Et puis enfin, bien sûr, il y a la volonté tout simplement d'écrire un récit d'histoire.